Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà de garder une attention particulière. On est en fin de matinée, effectivement, les ventres se creusent. Et nous, on a la chance, avec Thomas, de vous parler du Lean Management, plutôt le Lean Construction aujourd'hui dans le monde du bâtiment. Et on a surtout voulu vous parler un peu différemment de ce qu'ont fait mes confrères et consoeurs tout à l'heure en rapportant ça par rapport à une expérience d'un adhérent qui est à nos côtés, Eric Freitas, de Aménagement 77, directeur opérationnel sur la Seine-et-Marne. Comment nous, chez Actis, on organisait ça? En fait, c'est... Pour le transcrire par rapport à vos métiers, c'est surtout quelque chose qui se traduit sur de la souplesse. Enfin, c'est tout ce qui est le lean management, c'est de la souplesse et de la réactivité pour finalement amener des solutions toujours plus innovantes, performantes, pour vous amener des solutions un peu basées comme le fait le monde automobile, toujours dans l'écoute et dans l'attente de ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, c'est des produits performants, des solutions performantes, dans les coûts qui évoluent pas ou pas trop, avec des enjeux thermiques performants et environnementaux qui soient maîtrisés. Et je crois que c'est ce qu'on a mis en place depuis plusieurs années, et que l'on arrive à prouver sur le marché. Alors, ce n'est pas toujours la course à l'échalote chez un industriel, on n'est pas toujours... vous savez, c'est comme Bibi et le coyote, tout le monde se court après. Non, pas du tout, c'est toujours une réflexion qui est basée sur l'innovation de l'investissement, on en parlait ce matin, et l'innovation, je crois que ça peut être lié finalement entre le lean, l'innovation, l'intelligence artificielle, tous ces sujets sont liés finalement à votre service. Je crois que c'est le message qu'il faut faire passer aujourd'hui. En tant qu'industriel, c'est un sujet majeur, tous ces sujets-là sont autour de l'aménagement, en tout cas de la construction, pour vous amener quelque chose de solution, d'innovant, de différenciant, pour toujours améliorer vos constructions. Voilà. Merci Thomas. Alors on va donner la parole à Eric ce matin sur son expérience en tant qu'aménageur. Eric, peut-être te présenter rapidement et puis surtout rentrer dans le vif du sujet parce qu'on n'a que 10 minutes. Oui. Et Anne-Cécile va être très vigilante à ce qu'on respecte le temps. Oui, donc bonjour à tous, donc ravi d'être là parmi vous. Alors une rapide présentation puisque nous sommes finalement assez jeunes adhérents au sein de la fédération et du pôle habitat. Donc Aménagement 77 est une société d'économie mixte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons des actionnaires publics que sont principalement le département de Seine-et-Marne dans lequel nous intervenons exclusivement et deux agglomérations et la Banque des Territoires. Voilà. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de savoir ce qu'on fait. Et de manière très très simple, l'ADN c'est d'abord l'aménagement depuis toujours, puisqu'aujourd'hui nous fêtons nos 65 ans d'existence. Les aménagements immobiliers, enfin la construction et la promotion immobilière, tout ce qui touche à l'immobilier dans toute sa chaîne de valeur, à la fois pour notre propre compte, puisqu'on intervient en résidentiel, en tertiaire, en activité, et pour le compte de tiers, notamment des grosses collectivités comme la région Île-de-France, des grosses agglomérations également, pour du lycée, du collège, enfin, tout ce qui a trait à vos impôts. Voilà. Aujourd'hui, voilà, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque aujourd'hui, ça fait 20 ans que j'œuvre dans le bâtiment et sur le terrain surtout. Moi, j'aime les choses assez pragmatiques. Malgré la théorie, la R&D, c'est des choses aussi qui me passionnent, mais j'aime aussi pouvoir les mettre en œuvre. Donc ce que vous voyez affiché, une mauvaise nouvelle annoncée tôt est une bonne information. Ça, c'est ce qui est dans toutes nos baraques de chantier, clairement. Pourquoi? Je pense que elle parle d'elle-même. On a parlé de la crise, des gens sont au courant de ce qui va se passer. Le tout, c'est de savoir ce que vous en faites de cette information. Voilà. Donc on essaye de un petit peu délier aussi les langues auprès de nos partenaires. Et donc pour ça, j'ai trouvé une méthode que la fédération d'ailleurs c'est elle qui m'a parlé du Lean Construction. Alors, je ne vais pas vous faire évidemment un cours magistral sur le sujet, je ne suis pas un spécialiste, je vous dis juste que j'ai appliqué de manière très pratique en tant que maître d'ouvrage sur mes opérations. Le Lean, c'est quoi? C'est 4 principaux piliers. La collaboration et la communication. Vous me direz, ça va de soi, mais croyez-moi, ce n'est pas ce que je vois depuis un certain temps sur les opérations. Donc la communication, on va la rendre, nous, contractuelle, ce qui est un peu paradoxal, mais ça marche. L'élimination des gaspillages. Il y a quelques années, on retrouvait encore énormément de matériaux neufs qui finissaient dans les bennes. Bon, ça s'est quand même amélioré, mais ça existe encore. L'amélioration de la productivité, ce que tout le monde cherche, dont on a évoqué encore un certain nombre de choses encore ce matin. Et le flux de travail continu.
Donc toujours avoir des tâches, en tout cas d'avoir des entreprises qui travaillent en continu sur le chantier sans stop and go. La méthode collaborative, c'est quoi? Très concrètement, aujourd'hui, là, je vais vous parler rapidement donc, de la coordination de chantier. Donc, le pilote est souvent critiqué, d'ailleurs, sur les opérations de travaux. C'est plutôt du silo. C'est-à-dire que les gens donnent de la data, parce qu'on parle de ça, et on a aussi parlé de ça, et le pilote essaye, tant bien que mal, de faire une synthèse et de produire un planning plus ou moins efficace, des allers-retours incessants ensuite avec les entreprises qui nous mettent des réserves sur les calendriers. Donc, tout ça ne fonctionne plus. Donc aujourd'hui, nous, on travaille avec une organisation lean, c'est-à-dire que le pilote, les entreprises, les maîtres d'œuvre, toutes les parties prenantes travaillent ensemble. Et travailler ensemble, ça veut dire forcément travailler juste chacun de son côté. C'est que physiquement, ils travaillent ensemble. Voilà, je vous parlais de choses très très concrètes. Ça, c'est ce que, de manière très pragmatique, comment le lean sur une opération, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais je vais vous en dire un peu plus, comment ça se traduit. Ce que vous voyez, la première image concerne c'est une réunion qui a été animée pour l'élaboration du planning d'études de conception d'un lycée qui est en BIM et Lean, le premier en Île-de-France. Donc lors de cette journée, on ne se connaissait pas, on fait venir nos maîtres d'œuvre, nos bureaux de contrôle qui sont souvent mis un peu de côté aussi sur nos opérations pour essayer de fédérer, de se connaître. Donc c'est une demi-journée, une journée suivant les opérations. Là on parle d'une opération qui pèse autour de 70 millions d'euros, donc assez conséquente. Donc on a aussi la possibilité de faire travailler des gens de très bon niveau. Et tout ça est animé par un pilote d'études Lean. Et croyez-moi, aujourd'hui où nous en sommes, si on n'avait pas fait appel à ce prestataire-là, je pense qu'on aurait très largement dérapé sur notre opération. La deuxième va plus vous concerner, puisque là, c'est de l'habitat. Il s'agit d'une opération que nous avons menée avec un copromoteur sur une construction de 131 logements sur Melun. Donc la première chose qu'on a faite avec les entreprises, c'est d'abord on apprend à se connaître. C'est la première chose. On ne va pas faire 18 mois de travaux sans se connaître, c'est pas possible. Donc on fait une réunion de préparation, et cette réunion de préparation concerne la planification. Chacun travaille, pendant cette séquence de travail justement, à nous indiquer les tâches, à nous donner de la data, et le planning est co-construit. Ce que vous voyez, les post-it qui sont collés sur le mur, c'est l'élaboration de ce planning qui deviendra le planning contractuel. Et la troisième image, c'est concrètement la baraque de chantier. Donc c'est pour ça que j'aime bien être debout, parce que les réunions sont plus dynamiques, et c'est ce qu'on impose effectivement aussi lors de ces réunions de coordination. Et là, ce que vous voyez, c'est le pilote qui interagit avec les conducteurs de travaux ou les chefs de chantier. Moi, je préfère les chefs de chantier. Ils ont tendance à dire aussi ce qui se passe réellement sur le chantier. Conducteurs de travaux, parfois, c'est pas toujours le cas. Et donc, ce que vous voyez en dessous, typiquement, c'est le planning contractuel. Il a une particularité, c'est ce qu'on souhaite, nous, puisque c'est bien beau de se dire tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait aussi pour essayer au maximum de fédérer, de mettre en confiance aussi les entreprises? Eh bien, on a une marge pour aléa. Ce qui fait qu'on partage la difficulté, c'est ce qu'on voit en fait en vert sur la petite image. C'est que chacun a le droit à l'erreur et la possibilité de la partager, ce qui nous permet de tenir les calendriers. Donc les résultats, 87% des clients sont satisfaits. Les clients, c'est qui? C'est soit nos acquéreurs, soit nos collectivités. Et les 97%, c'est de la data qui a été reprise par un sondage auprès de nos acquéreurs sur cette opération. 100% de la marge préservée et 0 jour de retard. 0 jour de retard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai livré à mes acquéreurs en temps et en heure. Et je me suis servi de la marge pour aléa avec les entreprises pour arriver au bout du projet. Et c'est exactement la même chose pour les entreprises. Un partage de bonnes pratiques, une marge aussi qui est préservée, une cohésion aussi retrouvée, ça c'est important, le terme retrouvé, et des équipes et un engagement des équipes retrouvées. C'est aussi des termes qui ont été aussi cités tout au long de la matinée. J'en ai relevé quelques-uns: simplicité, collaboration, engagement. L'engagement, c'est très important. L'engagement collectif, c'est quelque chose qui a un fort impact sur le résultat. Chacun derrière son ordinateur ou dans son bureau, c'est pas la même chose. Quand on anime ces réunions-là avec cet esprit d'équipe, on demande des engagements qui sont écrits. Tout est écrit au sein de la baraque de chantier, ce qui fait qu'on arrive quand même à des résultats qui parfois dépassent ce qu'on aurait pu imaginer. Voilà.
Je reviens encore sur cette phrase. Voilà, s'il y avait aujourd'hui quelque chose à retenir du Lean, parce que c'est très court pour pouvoir en parler aussi ce matin, c'est une mauvaise nouvelle annoncée tôt est une bonne information. Voilà, c'est comme ça que moi je considère l'esprit Lean, l'esprit chez Aménagement 77, qui j'ai omis de le dire, mais on est une petite équipe de 18 personnes, dont 9 opérationnels. Et on arrive à mettre en place ce genre d'activité, ce genre de méthode. Donc imaginez ce qui est possible de faire chez des entreprises beaucoup plus dotées en ressources, alors que de toute façon, ce genre de méthode ne coûte rien. C'est 0 investissement. Merci Eric. Alors juste pour conclure, parce qu'on a dépassé, mais 10 minutes c'est quand même très court, c'est vrai qu'en tant qu'industriel, nous, fabricants français aujourd'hui de pompes à chaleur en France, c'est des méthodes forcément sur les lignes et les chaînes de production que l'on utilise, puisque le Lean vient essentiellement du monde de l'automobile, et donc c'est des méthodes, c'est des outils. On dit souvent que le Lean Management et le Lean Construction, c'est une boîte à outils, mais c'est avant tout, surtout, d'une philosophie, d'un engagement des équipes, de la communication, comme tu as pu le dire, et surtout d'une envie et d'une animation. C'est des petites méthodes ou des grandes méthodes, mais qui peuvent aussi faire la différence, notamment en période de situation de crise. Le hors-site, c'est de la standardisation, c'est forcément de la méthode de travail. Donc effectivement, il faut mettre cette crise et ces moments difficiles à profit pour optimiser et rendre nos process efficients. Je vous remercie de l'attention et merci à mes collaborateurs. Bonjour tout le monde. Donc moi j'ai la chance de vous parler du BIM ce matin avec 2 personnes qui l'ont testé, notamment Nicolas. Ça fait depuis longtemps qu'on se connaît, depuis longtemps que tu le mets en place avec ta boîte de grosser, avec ta boîte de promotion immobilière. Donc tu vas pouvoir bien nous en parler. Et puis Eric, quand on a commencé à parler du BIM au pôle Habitat, Atlantique, ça a été l'un des premiers partenaires à y répondre et à être là. Donc là aussi tu vas nous présenter des solutions concrètes. Juste en régie, c'est l'ordre disper qu'il faut passer. Voilà, parfait, merci beaucoup. Nicolas, on a vu la courbe là, de Thibaut qui était intéressante, la courbe de Gartner sur le BIM. On peut presque faire le parallèle. Il y a eu, moi quand je suis arrivé à la FFB, on me disait le BIM, toutes les constructions vont être faites comme ça demain. 10 ans plus tard, on n'y est pas encore. On a vu qu'il y a eu un engouement, que c'est un peu redescendu. Mais toi, tu nous invites à y croire. Bonjour à toutes et à tous. Donc Nicolas Chabran, je suis aussi, tu as oublié, le référent élu de la construction numérique. Tu portes le BIM à la FFB. Ouais, ex-Mister BIM. Donc on a changé le nom. Moi, je vous invite effectivement à y croire. Alors moi, je comprends qu'aujourd'hui, ce n'est pas une priorité, parce que depuis 2020, les crises se succèdent. Et la crise du logement, elle est là. Je pense qu'il faut maintenant le dire. Elle est brutale et, selon mon avis, elle va être sévère. Mais pourtant, rappelons-nous, en 2020, on a quand même pu, pendant l'épisode Covid, communiquer, échanger grâce à la visio, donc le numérique. Moi, j'ai personnellement signé des contrats de réservation à distance. Et puis, aussi chez les notaires, on a déployé la visio. Et voilà. Donc, le numérique, quand même, il offre quand même des services et il résout nos soucis. Alors, le BIM, donc Building Information Modeling, juste une petite définition très courte. Qu'est-ce que c'est? C'est autour de maquettes numériques avec un S, maquette architecte, structure, fluide, s'organise une grande base de données, donc la fameuse data d'il y a un instant, que l'on renseigne tout le long de la conception, de la réalisation, de l'entretien maintenance jusqu'à la déconstruction. Donc voilà la définition que l'on fait à la FFB. Avant tout, ça a été dit, c'est un outil collaboratif. C'est travailler ensemble, c'est unir nos compétences, nos savoir-faire. C'est un outil de communication parce que tout le monde voit la même chose. Et ça, c'est une grande avancée. Et c'est de la compréhension collective. Et effectivement, comme l'a dit mon collègue précédemment,
ça résout quand même beaucoup de problèmes de bien communiquer. La crise de l'énergie nous a imposé d'éviter les gaspillages, d'adopter la sobriété. Il va falloir concevoir sobre, bâtir sobre et économiser absolument nos ressources et nos maquettes numériques. Notre BIM nous aidera, c'est certain, à économiser et puis voir le sujet de l'eau. Donc, la ressource, Julien. La ressource. La ressource. Pardon. Eh oui, mais on n'a pas répété, donc c'est... Et puis, donc, on dit souvent à la FFB que les crises s'additionnent et que les problèmes se multiplient. Mais comme on l'a dit, il faut toujours voir le verre à moitié plein et il y a source d'opportunités. Des opportunités de fonctionnement, d'organisation d'entreprise, on l'a abordé, de mode constructif aussi. On l'a dit, le hors-site, Julien, et là, le BIM ou la construction numérique, on est pile poil dans le sujet. Et donc, voilà, on peut vraiment apporter... Voilà. Alors là, tu vas un peu plus vite, mais c'est pas grave. J'y vais. Oui, mais c'est pas grave. Donc, il va falloir de plus en plus être performant. On ne l'est peut-être pas. Et il va falloir innover absolument. Et... la construction numérique, soyez-en certains, pour moi, c'est une grande innovation, au même titre que la feuille de placo dans les années 80 ou la pompe à chaleur aujourd'hui qui est prégnant. Alors, bien entendu, il y a les lois, les règles qu'on nous impose, et celle de la RE 2020 va être de plus en plus prégnante. Ça va se compliquer, et grâce... je dirais, à la construction numérique, à la maquette, à la donnée, à l'intelligence d'Anne-Cécile et de l'intelligence artificielle. Il faut trouver le consensus, le compromis qui va bien en réglant aussi le prix. Et je pense qu'il faudra intégrer absolument le coût global avec la construction numérique. Et puis, on a parlé, transition énergétique, transition environnementale, c'est ce qu'on dit souvent, twin transition. C'est certain, elle se fera à l'aide du numérique. Donc, croire qu'il y a une formule bien connue à la FFB, tu reprends un acronyme qui avait déjà été utilisé pour les scénarios 2035. Une autre preuve que le BIM, que la construction numérique en général même, est quand même bien présente et de plus en plus présente, c'est qu'il y a une compétition, qu'il y a les WorldSkills et que la construction numérique fait maintenant, depuis pas longtemps d'ailleurs, fait partie des WorldSkills. C'était la semaine dernière, les WorldSkills. Oui, tout à fait. Ouais, j'étais à Lyon. D'ailleurs, de la salle, on a l'expert national et l'expert mondial, Bravo. Qui est l'AFFB. Donc Jonathan Pires. Il y a 3 ans, il y avait péniblement 6 candidats. Cette année, il y en a eu 78, je crois, de mémoire. Donc ça s'appelle la construction digitale. Voilà. Donc on a réussi à avoir la médaille de bronze. Donc au dernier WorldSkill. C'est de l'attractivité de nos métiers pour nos jeunes. Et aujourd'hui, dans la formation initiale, dans les écoles d'ingénieurs, on apprend la construction numérique, le BIM. Qui a gagné du coup? Je sais pas. À Lyon, ouais. C'est Île-de-France. D'accord. Ouais. Et en termes d'outils, notamment pour les adhérents de la FFB, il y a les fiches pratiques. Ouais, ce qu'on a voulu faire, c'est de repartir un petit peu sur des besoins, on va dire, identifiés, et surtout sur du recto verso, faire les points d'étape et surtout les points de vigilance et apporter aussi des solutions numériques. Voilà. Donc là, c'est pareil, on est à votre disposition avec Julien et Jonathan, je dirais, pour organiser dans vos sections la présentation de ces fiches, si vous en êtes intéressés. Et d'ailleurs, on a un QR code, si tu passes à la prochaine slide, voilà, où on a 8 fiches. Mener une réunion, faire un relevé avec un scan sur un chantier, etc., etc. Elles sont dispo sur le site de la FFB.
Ouais. Bon, alors, vous allez me dire tout ça, c'est bien. Est-ce que ça marche vraiment finalement sur les opérations, notamment sur les opérations de promotion immobilière? La réponse, Nicolas, toi tu l'as donnée, c'est oui, ça marche. Mais aussi, on a décidé de le tester avec deux promoteurs adhérents au Pôle Habitat. On les remercie d'ailleurs, parce que même dans la conjoncture actuelle, on leur a mis des AMO BIM, des équipes BIM dans les pattes, et ils sont vraiment à fond sur le chantier. Alors, c'est un projet qu'on mène à la fois avec la FFB et le Pôle Habitat. Le but, c'est d'accompagner toute la phase de la conception à l'établissement du dossier de consultation d'entreprise et aussi la phase chantier avec les maquettes, pas la maquette, les maquettes, mais essayer de faire notamment un DCE numérique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient prêtes à faire du BIM, qui étaient volontaires, mais que la volonté du maître d'ouvrage, l'impulsion que doit donner le promoteur, elle n'était pas forcément là. Donc nous, on a donné cette impulsion, on les a poussés à le faire. Et donc ce projet-là, il démarre, donc c'est plus une information que je vous donne, mais en tout cas, on essaiera au fil du temps de vous informer de comment ça se passe, de quels sont les avantages, les inconvénients. On ne va pas mentir, s'il y a des inconvénients, on va le dire. Essayez d'ouvrir le bilan à la fin pour voir surtout combien ça a coûté, et combien ça a rapporté peut-être. Et donc voilà, ça c'est un projet qu'on mène, dont on est très fiers d'ailleurs avec la Fédération du bâtiment. Merci Nicolas. Eric, aussi oui. dans la partie concrète, donc là il faut repasser sur l'autre présentation s'il vous plaît. Toi chez Atlantique, vous avez essayé de simplifier toutes ces notions de BIM et de numérique. Le BIM chez Atlantique, c'est une passion. Ah ouais. Voilà, donc on s'est dit il faut simplifier le BIM. Donc on s'est lancé là-dedans. Alors je sais pas, j'ai des slides je crois, mais bon si... Vu qu'il me reste moins 1 minute, ça devrait aller. Voilà. Voilà, donc on va essayer de vous simplifier le BIM. Donc c'est une démarche qu'on a lancée il y a 8 ans à peu près, donc c'est à moi peut-être d'appuyer. Voilà. 8 ans, on a aujourd'hui 10 000 utilisateurs en France, donc c'est pas rien. On a 600 familles disponibles, donc une famille en fait ça peut comporter de 2 à 50 références, donc c'est beaucoup d'objets disponibles. On a une philosophie aussi, c'est que c'est les gens de la R&D qui conçoivent les objets. Donc c'est eux qui les inventent, c'est eux qui conçoivent les objets. Et donc systématiquement, pour lancer un nouveau produit, l'objet BIM doit être fait. Donc c'est-à-dire que c'est carrément dans la méthode projet. Autre point, donc on a créé une bibliothèque dans laquelle vous pourrez retrouver tous nos objets. Donc ici, par famille de produits, vous pouvez les sélectionner. Vous pouvez les télécharger en un clic. Donc ça, c'est une fonctionnalité très pratique pour les utilisateurs. Et puis, on est allé plus loin. Là, on a inventé un truc qui n'existe pas. Donc, je vous donne le scoop. On a créé ce qu'on appelle un plugin Revit. Donc, ce qui est très embêtant pour les gens qui font des maquettes, c'est de modéliser leur bâtiment et d'aller chercher, quand ils veulent implémenter les systèmes, dans les sites des fabricants, etc., et de revenir sur le logiciel. Donc, beaucoup de perte de temps. Donc si vous voyez tout en haut, il y a un petit onglet qui s'appelle Atlantique. Donc en fait, directement dans le logiciel, vous accédez à la bibliothèque Atlantique et à tous nos objets. Et comme ce n'était pas suffisant, on est allé beaucoup plus loin. Vous adorez ça, c'est vraiment une passion. Et oui, c'est vraiment une passion. On a carrément intégré notre logiciel de dimensionnement de VMC. Donc, ce qui est le plus problématique dans les bâtiments. Donc, vous pourrez carrément dimensionner votre VMC à partir de Revit, intégrer automatiquement les objets. Et si vous avez des mises à jour à faire dans le temps, puisqu'un bâtiment, ça peut bouger dans le temps en termes de conception, eh bien, ça se mettra à jour automatiquement. Vous pouvez le croire, ça, quand même? C'est formidable. C'est incroyable. Donc, on nous l'envie dans le monde entier. Voilà, donc bon après je passe parce que il y a des termes un peu de spécialistes, mais ce qu'on essaie de faire, évidemment, c'est de les mettre à tous les formats, donner un maximum de renseignements sur les connecteurs, etc. Donc les zones de maintenance, très important, de pouvoir matérialiser les zones utiles pour intervenir en termes de SAV derrière. Vous retrouverez évidemment, on a essayé aussi d'alléger les formats, parce que les maquettes, ça peut être très lourd, donc on fournit des objets qui sont multiformats et allégés. Voilà, je passe assez rapidement. Donc on peut aussi modéliser tous les réseaux fluides ou aéroliques de manière automatique, donc ça va très très vite. Et puis rien de mieux, je pense, qu'une petite vidéo, vu que on a largement le temps, on est 4 minutes de retard. Point où on en est. Donc, je termine par une vidéo.